l'impression de courir toujours après votre chiffre d'affaires, après votre trésorerie, que vous avez du mal à vous valoriser, à augmenter vos prix, ou bien à réclamer le règlement de vos factures, ou même à faire des choix professionnels en lien avec votre vie personnelle, que vous vivez tout ça très mal, que ça vous stresse, alors vous allez adorer mon invité d'aujourd'hui que je suis vraiment heureuse d'accueillir. Christian Junod est conférencier et coach dans la zone francophone, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg sur le thème de l'argent. Économiste de formation, conseiller financier pendant 17 ans dans une des plus grandes banques internationales de Suisse, il a découvert la face cachée de l'argent et dans les peurs profondes de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, il anime des ateliers tant dans les milieux professionnels que pour les particuliers et il est auteur de plusieurs livres, dont son dernier livre, Enfin libre d'être soi-même, co-auteur du livre avec Lilou Massé, Libérer son rapport à l'argent et retour à l'abondance, et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Ce que l'argent dit de vous. Christian Junod, merci beaucoup d'être là, je suis vraiment ravie, merci, parce que vous allez enfin, pour tous nos entrepreneurs, vous êtes là pour, on va dire, déverrouiller tous nos blocages face à cette relation vis-à-vis de l'argent. On n'a pas du tout l'habitude de se poser cette question de notre relation à l'argent, pourtant l'argent est partout. Donc, pourquoi aujourd'hui on doit se poser cette question vis-à-vis de l'argent et comment ça se manifeste par rapport à nos entrepreneurs? Comment est-ce que ça peut se manifester? Comment ils peuvent voir qu'ils peuvent avoir éventuellement des problèmes dans leur relation avec l'argent? Comment ça se manifeste? Alors déjà, merci de l'invitation, Marie. Alors ça se manifeste de plein de manières, mais déjà moi je viens d'une famille, il y a eu beaucoup de faillites. La lignée des hommes, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. Et pourtant ce que je peux voir, c'est que ce n'est pas des personnes qui manquaient de talent, bien au contraire, qui manquaient d'envie. Simplement je peux voir qu'ils avaient une relation à l'argent qui n'était pas saine, j'ai envie de dire, et que inconsciemment ils ont fait des choix qui les ont amenés dans cette situation-là. Donc moi j'ai vécu ça comme du gâchis. Et mon expérience aussi me montre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi talentueux, qui ont une vraie envie de contribuer à quelque chose et qui font des choix malheureux, qui font des mauvais choix, qui fait que l'argent tout à coup devient un problème plutôt que d'être un allié, un soutien de nos projets. Parce que c'est bien ça mon objectif, c'est comment est-ce qu'on peut transformer sa relation à l'argent pour que ce soit un soutien de nos projets plutôt qu'une source de stress, une source de gêne ou qu'on y pense beaucoup trop. Donc ça veut dire en fait qu'il peut y avoir des projets qui n'aboutissent pas et on ne se rend pas compte peut-être que c'est notre relation à l'argent qui coince, c'est ça? Ouais, oui, tout à fait, c'est bien ça. Et en fait, ce thème-là est un thème tellement tabou, en France encore plus d'ailleurs qu'ailleurs, et ce qui fait que, j'allais dire, même c'est un non-thème. Donc on ne s'y penche pas, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Et moi je peux voir en tout cas mon expérience suffisamment grande maintenant pour voir à quel point c'est un thème nécessaire si on veut se donner toutes les chances de réussir. Je suis convaincu que chaque entrepreneur qui nous regarde, nous écoute, il n'a qu'une envie, c'est que son projet soit périn et qu'il arrive vraiment à contribuer le mieux possible à ce pourquoi il l'a créé en fait. Absolument, donc on finit par oublier finalement ce pourquoi on a créé notre business, parce qu'on est tellement la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte que ça peut être notre relation à l'argent. Oui. Alors entre autres, alors bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais entre autres effectivement ce côté tête dans le guidon, enfin, que je peux aussi connaître, de temps en temps on ne prend pas ce recul-là, qui fait qu'on est vite dans le quotidien et qu'on oublie de prendre les bonnes décisions, peut-être avec un peu de recul. Et ce que je vois parfois pour certains, effectivement, c'est que il y a beaucoup trop le nez dans le guidon, c'est le nez dans ces tableaux stratégiques, les ventes, les trucs, les personnes sont sans arrêt à regarder ça. Mais parfois, parce qu'il y a du stress, il y a de l'inquiétude, et alors qu'au fond, on n'a pas créé un business pour être sans arrêt dans les chiffres. Mais pourtant, en fait, quand on crée un business, on va se dire, mais non, mais j'ai pas de relation à l'argent, il faut bien faire rentrer l'argent, il faut bien avoir du chiffre d'affaires. Donc pourquoi est-ce que, en fait, ce serait un problème, en fait, comment est-ce qu'on peut faire? Vous parlez dans votre livre du fait qu'on colle à l'argent des projections qui n'ont rien à voir avec l'argent. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. En quoi les entrepreneurs sont concernés par ça? Tout à fait. Alors, je dis volontiers plus, mais juste avant peut-être, c'est qu'il y a toute une différence entre un entrepreneur qui est serein, tranquille, qui pose des décisions et qui est sûr que son projet va fonctionner, qui sait qu'il trouvera l'argent d'une manière ou d'une autre, et quelqu'un qui est toujours en train de regarder ses chiffres, qui est inquiet, qui parle beaucoup d'argent avec ses collègues, ou qui est, tu vois, vous voyez, en fait, ce sont deux entrepreneurs, mais qui ont deux attitudes différentes, une fois beaucoup plus zen et posée, et une fois plus dans le stress et l'inquiétude. Donc, qu'est-ce qui fait effectivement, en fait, moi, j'ai eu la chance de connaître un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche dans les années 80-90, et qui était vraiment un précurseur sur ce thème-là.
Et en fait, lui, il a vu que l'argent est comme un écran de projection. En fait, l'argent n'est plus vu pour ce qu'il est. Et c'est vraiment ça le problème. C'est qu'on ne voit plus l'argent pour ce qu'il est, on va y coller des choses dessus. On y projette des choses dessus, on colle des choses dessus. Bon, certains vont y projeter, ben, l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est la liberté, l'indépendance, le pouvoir. Et d'autres vont dire, non, l'argent c'est une source de conflit, l'argent c'est un mal nécessaire, l'argent c'est une source de stress, ou c'est sale, voilà, en fonction pour X, Y raison, dans lequel on aura peut-être l'occasion d'y venir. Oui. Mais simplement, en fait, à un moment donné, on voit l'argent pour ce qu'on colle dessus plutôt pour que ce qu'il est. Et pour ceux, je prends un exemple, pour ceux pour qui l'argent c'est la sécurité, comme moi j'ai fonctionné pendant des dizaines d'années comme ça, on va vouloir absolument avoir des réserves, parce que ces réserves elles vont représenter notre sécurité. Et tu vois, et vous voyez, ces personnes-là, en fait, elles ont des difficultés parce qu'elles n'oseront pas investir, elles n'oseront pas utiliser ces réserves parce que ça les rassure. Oui. Et en fait, ça veut dire qu'il y aura toujours cette peur de ne pas avoir assez de réserves, cette peur de devoir toucher dedans, alors qu'une réserve, c'est fait pour être utilisée. Autrement, ça ne s'appelle pas une réserve. Oui. Et je vois que ces personnes-là, et moi-même qui étais là-dedans, qui faisais plein de réserves, la peur, elle continuait. Parce qu'en fait, il y a toujours le même problème, c'est que ce que je projette sur l'argent, si je prends l'exemple de la sécurité, c'est une partie de moi qui n'est pas suffisamment présente à l'intérieur de moi. C'est que comme je suis insécure à l'intérieur, j'essaye de compenser mon manque de sécurité par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence l'argent. Donc c'est une course, la course après l'argent, autrement dit d'augmenter ses réserves, c'est la course après ma sécurité. Et c'est ça le piège, c'est qu'on court après l'argent pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait la vraie problématique c'est de travailler sa sécurité intérieure, autrement dit son estime de soi. Ben, ça vient vraiment de ça, parce que quand on manque d'estime de soi, on va chercher à le compenser à l'extérieur, alors que quand on s'occupe de son estime de soi, on devient beaucoup plus, moi j'ai vu, je suis devenu beaucoup plus serein face à l'argent. Je n'ai plus besoin d'avoir des réserves pour être tranquille et serein, parce que cette tranquillité, elle est à l'intérieur, oui, elle est habitée. Vous disiez en fait justement dans votre livre que en fait vous aviez une réserve pour les impôts, une réserve pour vous ouvriez des comptes, et pourtant vous aviez vraiment comment dire, de bons revenus, des bonus, etc. Aujourd'hui vous êtes entrepreneur, les revenus sont plus à la même hauteur, et pourtant vous êtes beaucoup plus serein. Oui, absolument. Donc on voit bien que c'est pas la situation extérieure, c'est parce que intérieurement, j'ai pu faire ce travail qui fait que je suis plus tranquille et serein face aux événements de la vie, face à ma capacité à rebondir aux événements, face à ce qui pourrait m'arriver, alors qu'effectivement, j'ai moins de réserves, alors que je gagne moins que ce que je gagnais dans mes meilleures années à la banque. Et en fait, intérieurement, je suis prêt parce que l'extérieur ne m'influence plus comme avant. Et en fait, surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, qui vont chercher des financements ailleurs, alors qu'ils ont de l'argent à l'extérieur parce qu'ils n'osent pas ou ils ne font pas suffisamment le travail d'aller relancer et d'aller chercher l'argent qu'on leur doit. Oui. Alors vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je vois, effectivement, qui font un très bon travail et qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel, qui ne prennent pas leur téléphone pour dire maintenant je vais être payé. Donc c'est ce que j'appelle du sabotage, quelque part, dans le sens que ou alors qui auraient droit à des rentrées à travers des aides, des soutiens ou des remboursements d'assurance et qui ne font pas les démarches pour que l'argent entre. Donc, il y aurait tout un argent potentiel qui pourrait rentrer, mais si je ne fais pas ce qu'il faut, l'argent n'entre pas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec mes talents, ça n'a rien à voir avec mon excellence dans mon métier. C'est vraiment inconsciemment, j'ai un rapport à l'argent qui fait que je garde l'argent un peu à distance. Voilà, et j'y colle en fait mes peurs et un peu... Là, en l'occurrence, quelque chose de plutôt négatif. D'accord. Inconsciemment, tout ça est inconscient. Je suis vraiment là pour mettre de la conscience sur ce qui se passe et ce qui se joue pour changer ses comportements. J'entends des personnes qui me disent j'ai systématiquement 6 mois, une année, j'ai juste attendu jusqu'à 3 ans de retard dans ma facturation. C'est quand même énorme. Donc, comment est-ce que l'argent peut rentrer si je ne fais pas le boulot nécessaire pour ça? Absolument. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites il y a des choses qui sont très claires, et puis il y a des choses qui se manifestent de façon beaucoup plus subtile, comme par exemple le fait de ne pas arriver à se valoriser, ou de faire des choix professionnels qui sont finalement liés à notre vue de la vie à un niveau personnel. Donc, ça veut dire que cette projection par rapport à l'argent, elle se met un peu partout, quoi. Enfin, je veux dire, elle est partout dans notre société. Et donc, du coup, on ne s'en rend pas compte tellement on est dedans, quoi. Oui, absolument. Et si je prends l'exemple, on parle de se valoriser, j'ai envie d'élargir à ça, parce que c'est important aux entrepreneurs. Un entrepreneur qui a peur, il va voir la concurrence partout.
Oui. Et la concurrence va encore générer de la peur en disant, oh là, il y a un gâteau, il y en a qui vont piquer des parts de gâteau, et quelque part, j'ai peur de prendre une tranche assez grande. Absolument. Et ces personnes qui sont dans les peurs, souvent le risque, c'est de commencer à diminuer leur prix pour essayer d'avoir des affaires, même à des marges négligeables parfois, qui fait qu'on va en payer le prix d'une manière ou d'une autre. Et alors qu'il y en a d'autres qui sont tellement convaincus de la plus-value, de la valeur qu'ils apportent, qu'ils sont en capacité de mettre des prix supérieurs à d'autres et qui font du business. Voilà, et puis qui ne vont pas aller voir la concurrence. Alors, pour se focaliser, parce que... Voilà, ils se focalisent exactement sur leur qualité, ils vont se focaliser sur que leur qualité, leur singularité soit vraiment mise en avant, que les clients puissent les percevoir, parce que la valeur perçue est essentielle pour le client. Et la manière dont le client peut percevoir la valeur, c'est seulement ce qu'on est en capacité de donner. C'est ça. Parce que si on vend la même chose que tout le monde, effectivement, et moi j'ai connu ça à la banque, quand on vend la même chose que tout le monde, des fonds de placement, des machins, des trucs qui sont, tout le monde propose les mêmes choses, ça devient difficile de donner une valeur perçue différente. En tout cas, c'était à travers le conseil de la qualité de l'humain à l'humain que c'était possible, mais plus sur le produit. Bon, là, ça peut être des fois du service après-vente, mais les produits ne sont pas toujours identiques, bien sûr. Et en fait, finalement, on oublie l'humain et on s'oublie soi-même. Et on se laisse complètement submerger par le reste, quoi. Oui, entre autres, oui. Alors aujourd'hui, si on avait, on va dire en 3 étapes, je dirais une solution pour pouvoir essayer de s'en sortir un petit peu, se débarrasser un petit peu de cette mauvaise relation qu'on peut avoir avec l'argent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc oui, c'est important donc, déjà de faire des premiers pas, parce qu'effectivement c'est un chemin. Et même si aujourd'hui je me nomme expert de la relation à l'argent, je tiens à dire que c'est pas pour autant que de temps en temps, il n'y a pas une peur ou l'autre qui revient, qu'il n'y a pas de temps en temps, je me sens un petit peu embarrassé de certaines situations, mais je les vois toujours plus vite, je les traite, et ça ne prend pas beaucoup de place. En fait, c'est ça la différence. On a conscience et voilà. Du coup, on peut les traiter, parce qu'en fait... C'est un petit peu presque, chasser le naturel, il revient au galop, mais on arrive on va dire, à maîtriser le cheval, quoi. Voilà, mais il revient quand même toujours moins souvent. Ouais, voilà, c'est ce que je vois, toujours moins souvent. Et nettement moins qu'à une époque. D'accord. Donc, la première chose, c'est de s'observer. S'observer parce que là, peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent quelqu'un qui parle d'argent, de relation à l'argent. C'est vraiment d'aller s'observer, tiens, à quel moment je ne suis pas à l'aise dans mon métier dès qu'il s'agit d'argent? Est-ce que j'ai peur au moment d'aller voir les comptes? Est-ce que je vais vite aller voir les comptes, parce que justement, ou les comptes, les chiffres d'affaires, mes tableaux, parce que je suis stressé? Est-ce que au moment où je dois valoriser, fixer un prix, c'est une vraie prise de tête? Est-ce que moi, je dois prendre un téléphone pour un client pour aller réclamer de l'argent? Je suis dans tous mes états, je renvoie ça, je procrastine pour le faire plus tard. Enfin, voilà, commencer à s'observer de plein de manières. Comment on vit en fait cette situation dans la gestion de notre entreprise au quotidien. Et après, on peut le voir en famille. C'est-à-dire aussi qu'est-ce qu'il fait en fonction de ce que je gagne, ce que je rapporte comme argent dans la famille, comment je me sens par rapport à ça. Il y a des gens qui se sentent tellement porteurs de responsabilité, qui travaillent comme des dingues, qui n'ont plus le temps pour la famille. Et j'ai envie de dire, gagner cet argent-là, il y a un sacré prix à payer en termes d'autres choses qu'on passe à côté et qu'on manque. Et c'est aussi malheureux. Donc, vous voyez, à un moment donné, quand on va commencer à s'observer, au moment où on va faire des investissements, je vais commencer à voir, tiens, est-ce que j'investis avec confiance parce que je crois tellement dans mon projet que je n'ai pas de problème, ou que c'est une prise de tête, j'achète ça, j'achète pas ça, j'achète le meilleur marché alors que j'achèterais peut-être mieux d'acheter un peu de qualité parfois. Ouais. Il y a tellement d'endroits où on est confronté à l'argent, beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui. Là, je donne que quelques exemples, mais c'est encore plus vaste que ça. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a tendance en France, ou même dans notre éducation judéo-chrétienne, de cloisonner le professionnel et le personnel, alors qu'en fait, on est une seule et même personne, et que ces problématiques de relation à l'argent, elles sont aussi justement peut-être dans notre famille, dans notre relation à la sécurité. Bien sûr, je prends un exemple. Si pour moi je vois que c'est difficile de gagner de l'argent dans mon entreprise, en tout cas pas autant que j'aimerais, certainement que je voudrais qu'en famille ils ne dépensent pas trop. Parce qu'ils dépensent trop, je dois en ramener plus et puis c'est compliqué, ça me génère du stress. Donc j'ai pu voir moi-même, même en étant bien payé, mon stress que j'avais au travail, je le ramenais à la maison, quoi. Et je le faisais vivre à la maison aussi. Donc je ne voulais pas qu'ils dépensent trop et tout, parce que j'étais plein de peur. Ce que j'ai vraiment perçu, y compris à travers des clients millionnaires que j'ai eu en quantité, c'est qu'on peut avoir peur de manquer même en étant millionnaire. Donc nos comportements avec l'argent n'ont pas grand-chose de rationnel. C'est vraiment ça, c'était une découverte, mais c'est une évidence pour moi aujourd'hui. Oui, puis on voit de toute façon même dans l'actualité les successions, Johnny Hallyday ou autres, parce que voilà alors qu'il y en a assez pour tout le monde, voilà, pas encore. C'est ça, et puis même des suicides qui ont eu lieu après la crise des subprimes.
de personnes très très fortunées, hein, j'entends, voilà, c'était incroyable. Donc si on avait en fait, là dans le livre, est-ce qu'on pourrait juste balayer un petit peu, sans aller dans le détail parce que on n'aurait pas le temps, mais les trois, comment dire, les trois profils en fait que vous avez remarqués parmi les personnes et qui justement nous renvoient à nos problématiques personnelles en fait, très intimes. Oui. Donc effectivement, donc après j'explique déjà les profils, après on pourra voir en quoi ça nous renvoie à notre intériorité. Oui, c'est ça. Mais le profil écureuil, donc comme son nom l'indique assez clairement, celui qui veut économiser, qui veut des réserves. Donc celui qui a projeté quelque chose uniquement positif sur l'argent, comme moi, sécurité, d'autres libertés. Donc en fait, de ce fait, on va créer une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre, etc. Mais on va le voir qu'il y a un piège puisque je cours après quelque chose qui manque à l'intérieur. Donc ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, ils veulent des réserves, ils ont la peine à investir, et même dans la qualité. Après, le profil du saboteur, c'est ceux qui ont plutôt inconsciemment tendance à garder l'argent à distance, autrement dit, la peine à le faire rentrer. C'est tous les exemples que je donnais avant, ces difficultés à facturer, à réclamer son argent, donc c'est vraiment ça. Et puis donc ces personnes ont une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Inconsciemment, parce que c'est inconscient, encore une fois c'est inconscient, si je pense que l'argent c'est sale, ou que l'argent c'est une source de conflit, et je penserais peut-être que l'argent est une source de conflit, parce que dans ma famille, j'ai vu mes parents se bagarrer l'histoire d'argent, ou un divorce, ou même dans leur quotidien, je vais encoder argent égale source de conflit, donc quelque part, l'argent, intérieurement, ça fait burk. Oui. Et ça va se manifester dans ma difficulté à faire venir de l'argent, parce qu'une partie de moi n'aime pas l'argent. Donc ça c'est le saboteur, encore une fois, c'est aussi du gâchis. Et le troisième profil un peu plus complexe, c'est la montagne russe. Montagne russe, c'est quoi? C'est des phases d'économie et des phases d'un coup l'argent va foutre le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. Une conjugaison des deux en fait, voilà. des deux premiers. Au moins une projection positive sur l'argent en phase de hausse, au moins une projection négative où on se débarrasse de l'argent. Mais simplement, c'est intéressant de voir c'est comment l'argent fout le camp. Ben, parfois, on va faire des mauvais investissements, des mauvais choix, ce qui fait que ça peut être, je prends l'exemple de mon père, je crois que il engageait des personnes qui n'étaient pas vraiment les bonnes personnes, et puis il devait les mettre dehors au bout de X mois, mais il a dépensé des milliers, des dizaines de milliers pour rien du tout. Donc c'est de l'argent qui foutait le camp d'une manière qui n'était pas bonne. À un moment donné, on va faire confiance à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un digne de confiance, qui ne va pas payer, tout ça, et d'un coup, il y a l'argent qui fout le camp également. J'ai vu des gens qui ont investi dans des entreprises, des projets, puis ça fait faillite, ou qui font des investissements même financiers, qui vont se casser la figure, etc. Donc simplement, ce qu'il y a à retenir ou des faillites, puis j'ai des entreprises à faillite, donc une phase de hausse, une faillite, on se retrouve à zéro. Oui. Donc c'est de manière plus ou moins récurrente. Et peut-être ce que je vois aussi, quels que soient les mouvements, c'est que je trouve important d'en prendre conscience, nous avons des plafonds de verre. Des plafonds de verre, c'est comme des limitations qu'on se met dans notre autorisation à réussir, à gagner de l'argent personnellement, mais peut-être aussi à avoir un certain niveau de fortune, mais j'ai envie de dire même à réussir jusqu'à un certain niveau sans limite. Certains vont voir qu'ils vont réussir à créer une entreprise. Tant qu'elle reste à un niveau pas trop grand, ça va. Puis dès que je donne un peu de grandeur, il y a un truc qui ne va pas. Il y a plein de choses qui se jouent contre moi, qui fait que je n'arrive pas à donner cette grandeur parce que inconsciemment, je me suis mis une limitation à la réussite que je peux avoir. C'est un peu notre éducation judéo-chrétienne aussi, cette relation avec gagner trop d'argent, être riche, etc. Tout ça, c'est un petit peu, on nous inculque ça dans notre, sans le savoir, avec des expressions. Alors, entre autres, tout à fait, entre autres, effectivement, l'idée de gagner dur, par exemple, gagner son pain, la sueur de son front. Voilà. Il y a cette relation en fait entre l'argent et le travail aussi, qui, surtout justement dans l'éducation judéo-chrétienne, travailler c'est dur, et on doit gagner seulement si... L'argent se mérite comme de la souffrance. Ça c'est le piège, effectivement. Plutôt, alors que l'argent peut se gagner de manière fluide et dans la joie aussi. En tout cas, c'est mon expérience et heureusement d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs chez les Américains au moins cet état d'esprit, non? Alors, les Américains, de ce que j'en sais en tout cas, c'est que ce que je vois, c'est qu'ils sont plus décomplexés pour parler d'argent. Oui. Mais ils ont quand même un rapport à l'argent complexe parce qu'eux, ils ont tendance à se valoriser sur ce qu'ils gagnent. Autrement dit, plus je gagne d'argent, plus je suis quelqu'un qui a de la valeur. D'accord. Donc, vous voyez, c'est encore une projection. Je projette ma valeur sur l'argent. Donc, c'est le même piège. Si j'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, je vais donner de la valeur pour ce que je gagne. Alors, si ma valeur dépendait de ce que je gagne, ça veut dire que Trump serait un gars qui aurait une valeur inimaginable. Tout le monde devrait se dire on veut tous lui ressembler, puisqu'il gagne beaucoup d'argent. Et ce n'est pas la réalité. Moi, je ne connais personne comme il ressemble à Trump.
Donc, on voit bien que tout ça peut être tout à fait remis en question et que l'abbé Pierre ne vaudrait rien du tout puisqu'il avait 3 fois rien. Oui, voilà, tout à fait. Donc, voilà. Donc, et en fait, il y a le piège aussi de se dire, ben voilà, si je prends plaisir à travailler, alors je n'ai pas de valeur. Et dans notre éducation judéo-chrétienne, justement, cette notion de plaisir et d'argent, elle est un petit peu bannie, quoi. Je veux dire, et d'où le plafond de verre, surtout pour les femmes. Alors, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent, l'expression de se vendre en tant que femme, derrière, il y a une notion un petit peu piégée quand même. Oui. Alors déjà le mot se vendre, parce que j'entends souvent ça, je n'arrive pas à me vendre. Oui. Déjà, moi, que je vends quelque chose, ça ne m'appartient plus. Oui. Donc, si je me vends, ça veut dire que est-ce que je m'appartiens encore si je fais ça? Donc, déjà, l'expression, pour moi, elle est biaisée au départ. Après, ce qui se passe, effectivement, pour les femmes, il y a vraiment une singularité, effectivement, une difficulté particulière. C'est que celles qui se sont montrées et qui affichaient un prix, c'était des prostituées. C'est ça. Et on appelle encore le plus vieux métier du monde, en plus. Oui. Donc, il y a vraiment cette difficulté de comment j'ose me montrer et réclamer de l'argent avec la peur de passer pour une prostituée, pour une salope. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la salope. Et effectivement, qui fait que c'est une vraie difficulté pour beaucoup de femmes d'oser demander de l'argent de manière claire et ferme. Et malheureusement, avec c'est inconscient souvent, cette peur de passer pour, elles vont accepter des fois ce qui n'est pas acceptable, soit d'être trop peu payées, de négliger ce qu'elles gagnent et de ne pas réussir à valoriser, à demander ce qu'il aurait dû avec une certaine confiance et tranquillité. Tout à fait. Et donc du coup, est-ce que finalement c'est pas un état d'esprit qui se propage? Alors, est-ce que vraiment chez les hommes, il n'y a pas du tout, chez les entrepreneurs, il n'y a pas du tout cette notion-là? Parce qu'on a quand même beaucoup d'entrepreneurs masculins aussi qui ont du mal à se valoriser. Oui, tout à fait. Non, alors ça arrive aussi pour les hommes, mais il n'y aura pas la même peur derrière. Oui, c'est ça. Par contre, oui, où c'est le point où il y a un point commun, c'est que, et particulièrement dans les prestations de services, encore plus que je trouve dans du matériel, dans les prestations de services, on vend quelque chose qui n'est pas palpable en quelque sorte. Ouais. Dès le moment où je n'arrive pas à me donner de la valeur, que je sois homme ou femme, il est difficile de donner de la valeur à ce que je fais, puisque ce que je fais, c'est pleinement moi qui donne ce service en fait. Ouais. Il y a vraiment Donc il y a vraiment une relation justement de l'intimité personnelle, la projection de l'intimité personnelle à mon travail et donc à la valorisation argent que je donne. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le travail n'est jamais fini. Parce que pour moi, l'estime de soi, elle se construit encore et encore et encore. Dernier jour. Toujours en sortant de notre zone qu'on appelle à tort confort, zone de connu. Chaque fois en élargissant cette zone, en osant faire de nouvelles choses, ça nous renforce notre capacité à faire bien plus qu'on ne peut l'imaginer au départ. Oui. Et alors du coup, une fois qu'on a, on va dire, fait ce travail déjà, de se reconnaître dans un de ces 3 profils, comment on fait pour pouvoir justement passer à l'étape suivante, de pouvoir, alors vous parlez de se réapproprier ces zones d'ombre. Pourquoi on se réapproprie ces zones d'ombre? C'est la deuxième étape en fait. Alors si je prends effectivement l'idée que, comme j'ai associé sécurité à l'argent ou liberté à l'argent, qui sont comme des 2 grands classiques que je vois pour des personnes plutôt à profil écureuil ou montagne russe. En fait, si ça c'est la sécurité, liberté, puis ça c'est l'argent, il y a comme un amalgame qui est fait. Et tant qu'on ne le voit pas, un est intimement lié à l'autre. Donc le premier pas, c'est de pouvoir voir que ce sont 2 choses différentes. Il y a l'argent, il y a ma liberté, il y a ma sécurité intérieure, ou ma liberté intérieure, ma capacité à me sentir libre de faire ce qui est bon pour moi. Juste une petite histoire. Pas plus tard que la semaine passée, un dirigeant d'entreprise me disait « Je n'ose pas venir avec n'importe quel véhicule à mon travail, du peur de regard des autres. » Vous voyez, là, je disais, il ne manquait pas d'argent, mais il ne se sentait pas libre de faire ce qu'il voulait, parce que le regard de ses collaborateurs était important, il avait peur que ça fasse des histoires. Et je vois plein de personnes qui ne manquent pas d'argent, mais qui ne sont pas du tout libres de dire ce qu'ils pensent, de faire ce qu'ils pensent, donc malgré l'argent. Donc, voir ces 2 choses différentes, et à un moment donné, si je manque de sécurité intérieure, autrement dit d'estime de moi, confiance en moi, j'ai à m'en occuper. Je vais effectivement voir qu'est-ce que je peux faire différent, éventuellement me faire accompagner d'une personne ou l'autre, mais commencer à mettre des choses en place différentes pour renforcer cette sécurité, cette estime de soi. Même chose, si je ne me sens pas libre de faire ce qu'il veut, donc qu'est-ce qui se joue chez moi qui fait que je n'ose pas dire ça, je n'ose pas faire ça? Qu'est-ce que j'ai peur que les autres pensent de moi? J'allais m'occuper de ça parce que, c'est pour ça le titre du 2e livre, Enfin libre d'être soi-même, plus j'ai accueilli toutes ces parties de moi que je n'aime pas, plus je suis libre de faire ce que je veux parce que je me détache du regard des autres. Le regard des autres perd de son importance parce que les autres, s'ils veulent me voir comme ça les regarde,
mais je ne suis pas obligé de le croire, je ne suis pas obligé de le prendre contre moi. Oui, c'est-à-dire vraiment on a eu l'héritage déjà d'un certain nombre de choses dans notre famille, Oui. et du coup on a peur du jugement des autres, on s'approprie finalement le négatif des autres et on vit avec et on en a peur, alors qu'en fait voilà, on doit le dissocier et ne pas trébucher à cause de toutes ces choses-là. Voilà, c'est un des accords Toltec, ne pas prendre contre soi ce genre de choses-là. Absolument. Exactement. Donc voilà, ça appartient parce que l'autre a son histoire, et puis pour X ou Y raison, il va voir ça de nous. Donc du coup, ça veut dire, en fait, on doit s'approprier je dirais, reconnaître nos zones d'ombre, Oui. pour pouvoir mieux les digérer. Alors justement, en effet, quand j'ai lu votre livre, j'ai fait une vraie thérapie en fait avec moi-même. Je ne pensais pas du tout que j'avais un problème avec l'argent, une relation avec l'argent où il y avait des choses un petit peu enfouies. Et en effet, je me suis rendu compte que cette problématique d'avoir peur de vendre ses projets, ses services et augmenter ses tarifs pouvait donner une impression de voler les autres. Et en fait, c'est vrai que vous parlez bien de cette notion de peur de voler les autres. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, si on n'est pas à la hauteur, si on ne propose pas des tarifs à la hauteur de nos compétences, quelque part, on prend beaucoup de temps, et on finit par, ce que vous dites, on finit finalement par voler sa propre famille soi-même. Parce que le temps qu'on passe à travailler, eh bien, c'est du temps qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Donc on doit encore et encore et encore plus travailler, et finalement, quelque part, on trompe sa famille qui se dit « Ah, voilà, pour les enfants, maman travaille, on va pouvoir, je sais pas moi, faire plein de choses, partir en vacances, etc. » Mais finalement, non, c'est jamais assez, parce que finalement, on ne se vend pas assez. Oui, donc il y a vraiment ça, ce que je rejette, je l'attire. Donc si j'ai peur de passer pour voleur, je vais être prêt à me voler moi-même pour pas qu'on puisse penser de moi que je suis un voleur. Si j'ai peur de passer pour injuste, je vais être prêt à être injuste avec moi-même pour pas passer pour injuste aux yeux des autres. Et ça, c'est des gens qui vont faire plus que ce qui est demandé, qui vont faire trop, parce qu'ils ont peur de passer pour injuste, mais ils sont déjà injustes avec eux-mêmes, quelque part. C'est ça. Donc c'est toujours le même principe qui se passe, c'est que, encore une fois, le regard de l'autre fait qu'on a un certain comportement. Et au moment donné où je peux accueillir l'injuste en moi, le voleur en moi, etc., comme étant des parties parce qu'on est tout et son contraire, en fait, à l'intérieur de nous. Et en fait, au moment où je peux être tranquille avec ces parties de moi, je me détache du regard des autres. Je vais poser le prix qui me paraît juste et qui valorise, selon ma perception, justement ce que je propose. Et après, libre à l'autre de penser ce qu'il veut. Et ce que je vois, et c'est ça le paradoxe, c'est que je reprends l'exemple que vous citiez, ceux qui ont peur de passer pour des voleurs, même eux qui mettent des prix bas, ils sont toujours attentifs à ce que les autres pensent de ça. Ils ont encore cette peur-là. Oui, donc c'est vraiment finalement comme vous dites, un écran de cinéma, une projection, un puzzle. J'aime beaucoup cette expression que vous dites dans le livre. Un puzzle où on va aller chercher la partie de nous-mêmes qui nous manque pour la compléter et se l'approprier. Et en fait, je trouve que l'exemple le plus flagrant encore, c'est l'exemple de la violence dont vous parlez dans le livre. C'est s'approprier et reconnaître qu'on peut avoir des... En fait, le paradoxe, moi-même qui rejetais ma propre part de violence qui me faisait très peur, parce qu'elle était très intériorisée, et je projetais ma violence sur la société, sur les autres, etc., etc. En fait, j'étais potentiellement très dangereux en rejetant ma violence, parce que quand j'avais un de mes enfants qui avait l'art de dire la phrase qui allait me faire monter les tours, je peux voir qu'il y avait un truc qui remontait en moi, mais j'aurais pu l'étrangler à ce moment-là. Oui. J'avais la chance d'être en capacité de me retenir, mais ça venait réveiller un truc tellement fort à l'intérieur que malheureusement, on voit parfois dans l'actualité qu'il y a des gens qui ont l'air très gentils aux yeux de tout le monde et qui vont se mettre à tuer quelqu'un, on va rien comprendre. C'est typique des gens qui n'ont pas accueilli leur part violente et à un moment donné, ça les rattrape et ils n'arrivent plus à se maîtriser. Donc, d'où l'importance de cette... Et au moment où j'ai accueilli ma part violente, j'ai vu que le paradoxe, c'est que je suis devenu moins dangereux. Si nécessaire, si je devais me défendre, il y a une différence d'intensité entre une pichenette et un point dans la figure. Je saurais réguler ça, alors que quand je rejette ma violence, je ne sais pas réguler ça. Justement, donc dans le livre, vous dites, vous dites dans votre livre, ce sont souvent des personnes qui ont rejeté leur part d'ombre et qui, au moment où elle les rattrape, emportent tout sur son passage sans discernement. C'est vraiment très bien résumé par rapport à tout ce qu'on vit. On ne se rend pas compte, en fait, et on se pose des questions. On se dit, mais moi qui ne suis pas comme ça, par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi, pourquoi j'ai agi comme ça?
Voilà. Parce qu'en fait, on est rattrapé et vous aussi. Ça se manifeste autant en famille, parfois avec les enfants, que ça se manifeste en entreprise. J'aurai un comportement qui n'est pas mon comportement habituel, mais d'un coup c'est plus fort que moi, dans un moment de stress intense. Je vais dire des choses que je ne pense pas, je vais me comporter d'une manière qui fait que ça laisse des traces. S'énerver après des fournisseurs ou des salariés. Être hors de soi, comme on dit. Ouais, c'est ça, absolument. Alors donc du coup, maintenant qu'on a pu, dans une première étape, s'observer, peut partir, enquêter sur soi, je dirais. Après, s'approprier ces zones d'ombre pour pouvoir justement un petit peu mieux les maîtriser ou les contrôler. Enfin, en tous les cas, les accepter pour pouvoir les dépasser. Comment fait-on pour pouvoir, quelle attitude adopter pour vraiment être se détacher de cette projection par rapport à tout ce qu'on peut coller à l'argent? Comment avoir une relation saine? Que faire? Ok, alors c'est vrai que c'est tout un chemin. C'est un chemin qui prend un certain temps. Et en même temps, il peut y avoir des changements qui peuvent être importants et assez rapides aussi. Mais il y a un troisième thème que j'ai mentionné dans mon livre qui est important, c'est la notion de déloyauté familiale. Parce qu'en fait, nous sommes très imprégnés de ce que nous avons entendu, vécu dans notre famille, mais même au niveau de la généalogie. Je prends un exemple. Si j'ai entendu durant mon enfance, mon père ou ma mère ou quelqu'un d'autre d'important pour moi dire régulièrement les riches sont des malhonnêtes, par exemple, il y a de fortes chances que je m'empêche de devenir riche, avec ce que ça veut dire, parce que chacun mettra un autre chiffre, un autre mot derrière le riche, mais là, ça va être des fameux plafonds de verre que je vais mettre. Je vois le nombre de personnes qui s'autorisent à gagner un certain montant, mais pas trop réussir. Alors là, la déloyauté, ce n'est pas du désamour, un manque de respect vis-à-vis de mon père, de ma mère ou de la personne qui dit ça, mais je vais être déloyal à cette croyance-là. Donc j'explique dans mon livre comment on peut être déloyal à cette croyance que les riches sont des malhonnêtes pour s'ouvrir autre chose. Parce qu'autrement dit, je me limite parce que je ne veux pas être riche. Pourquoi? Parce que je ne veux pas passer pour malhonnête. C'est ça la raison. C'est ça. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu, comme des éponges en fait. D'ailleurs, vous expliquez dans le livre que notre premier contact à l'argent, c'est par rapport justement quand on va éventuellement acheter un gâteau à la boulangerie ou dans notre enfance en fait, tout ce que l'on peut vivre par rapport à l'argent, par rapport au travail, etc. Et puis tout ce que nous transmet nos parents et du coup, il faut qu'on fasse se dire, bon ben voilà, je fais un écart, j'accepte que c'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Simplement, c'est pour ça que dans le livre, je propose un petit travail qui s'appelle Mon histoire avec l'argent. C'est ça. Parce que je prends un exemple encore. Si dans la famille, il y en a un qui a réussi particulièrement bien, comme j'entends très régulièrement ce genre d'histoire également, et soit qui s'est mal comporté, comme j'ai entendu dire, tiens, mon grand-père avait fait une grande boîte, il est parti avec sa maîtresse, laissant femme et enfant dans la misère, ou celui qui a bien réussi, il a eu un accident grave, il est tombé malade, il est mort jeune. Vous voyez, dans l'inconscient familial, il y a celui qui réussit, il va ou en payer le prix, ou il va mal se comporter. Donc, inconsciemment, encore une fois, on va se limiter. De la même manière que moi, je suis juste le premier à voir que de ma lignée des hommes, tous les hommes qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite, sans exception. Donc je ne suis pas meilleur qu'eux, je suis le premier à le voir, je suis le premier à le traiter pour me libérer de ça, parce qu'autrement je ne serais pas meilleur qu'eux, je serais comme eux, et pour libérer aussi ceux qui viennent derrière, mes fils qui viennent derrière aussi, pour pouvoir être et entrepreneur et s'autoriser à réussir sans avoir à payer le prix. Oui, absolument. Alors peut-être par rapport à la déloyauté, donc en fait, comment je peux être déloyal à certains aspects, à certaines croyances, y compris des croyances du style, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, j'ai toujours entendu ça. Et je peux être loyal à d'autres choses parce qu'il y a peut-être des valeurs qui ont été portées de la famille dans lesquelles j'ai envie d'être loyal, j'ai envie de les porter. Donc en fait, je vais m'autoriser à d'autres choses par rapport à des fonctionnements qui ne me conviennent pas et je vais continuer de faire vivre des choses qui me conviennent parce que ça a du sens. Je fais mon choix, je suis adulte, je suis mûre et je maîtrise ma vie et je choisis le sens que je veux y donner. Donc je choisis ce que je veux et ce que je ne veux pas et c'est pas pour ça que comme vous dites que c'est un désamour pour autant. Donc ce qui fait que du coup, dans ces cas-là, vous pensez que, et d'ailleurs c'est d'expérience, on le voit, quand on est dans cette attitude-là, on quitte la pression de manque et d'avidité pour aller dans un vécu de plénitude finalement de la vie où on maîtrise les choses, où on a accepté les zones d'ombre, donc finalement
à partir du moment où on fait son choix, on maîtrise sa vie, on prend les choses qui nous conviennent ou pas, on va dans une direction, on choisit notre direction, alors on quitte ces sensations finalement de manque, d'avidité, où on a l'impression de jamais être dans ses chaussures pour pouvoir aller dans des terrains où voilà, on contrôle, on choisit, et donc on est plus dans une certaine abondance. Oui, de forme de plénitude. Et j'aime bien que vous ameniez ça parce que c'est vraiment quelque chose que je vois de plus en plus clairement, c'est que l'être humain, et je parle vraiment de chaque être humain n'est pas la même chose, a son esprit plus ou moins focalisé sur ce qui manque ou sur ce qui est là, donc la plénitude. Il y a une expression qui parle magnifiquement de ça, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc il y a des personnes qui sont sans arrêt à voir à ce qui manque, l'erreur, le truc, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, pas assez de clients, pas assez de ci, pas assez de ça. Et quelquefois, chaque fois que, et c'est inconscient, hein, c'est inconscient, chaque fois qu'on a nos pensées qui sont prises par ça, ça nous tire l'énergie en bas. Donc ça renforce le stress, ça renforce les peurs. À l'inverse, ceux qui ont tendance à voir tout ce qui est déjà là, waouh, super, j'ai déjà ce contrat-là, puis il y a ça, on a déjà fait cette avance-là, c'est 80% plutôt que les 20% qui manquent. Enfin, tu vois, vous voyez, de mettre en fait l'accent là-dessus. Il y a un côté gratitude en fait par rapport à la. Il y a vraiment de la gratitude, ça nous tire l'énergie en haut. Alors après, pour déculpabiliser un petit peu d'une façon générale, c'est vrai que notre cerveau est fait, en termes, le cerveau reptilien est fait pour notre survie. Donc on a ce réflexe d'aller vers ce qui manque, et c'est quelque chose qui, même si on fait un travail sur soi, on sait que ça peut revenir. Bien sûr. Mais à partir du moment où justement on a conscience de tout ça, du coup on réoriente. Voilà, ce que j'aime beaucoup en fait dans votre livre, c'est cette acceptation de ce que l'on ressent finalement, de ce que l'on vit, je dirais ce réalisme par rapport à ce que l'on est, comment dire, oser se regarder dans le miroir sans que ce soit forcément quelque chose de terrible, et de se dire bon ben voilà, maintenant je fais des choix et du coup je sais que je peux ressentir encore ces avidités, mais je fais ce choix de gratitude pour pouvoir voir le verre à moitié plein finalement. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, là c'est l'important de s'observer à certains moments, parce que moi-même j'étais à fond dans l'esprit de manque, je voyais tout ce qui n'allait pas de ma vie et à l'extérieur, mais c'est de moi à moi, je voyais tous mes défauts, toutes mes qualités, et qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus dans cet esprit de plénitude, d'abondance, mais je vois que ça me retire en arrière, parfois je reviens là-dedans, mais quand je le vois, chaque fois que je le vois, je remets mon attention sur ce qui est déjà là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer, bien sûr, mais simplement, comme on sait que notre inconscient, nos pensées, on ne les maîtrise pas beaucoup, elles viennent automatiques, donc essayons que ce mode automatique soit plus axé sur du positif, sur du négatif, je vois juste que ça change la vie. Absolument, absolument. Ça, je suis la preuve vivante aussi de ça. Ça, il n'y a pas de problème. J'en suis vraiment la preuve vivante, d'autant que, justement, grâce à ce livre, j'ai fait un travail énorme moi-même sur ça. Et ce que je trouve génial, et franchement, si vous n'avez pas pris ce livre, acquis ce livre, je vous encourage à y aller sur Internet ou dans les librairies, ce que l'argent dit de vous, parce que non seulement c'est un livre pédagogique, mais en plus, vous avez des mines d'or de fiches de travail, de questionnaires, où vous allez pouvoir vraiment travailler sur vous en même temps de lire le livre. Donc franchement, c'est vraiment le livre à avoir cette année. Profitez, je le trouve beaucoup trop bon marché, c'est pas moi qui ai fixé le prix. Alors, Christian, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter qu'on n'aurait pas abordé dans cette interview? En tout cas, moi j'aurais envie de dire en conclusion à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment que c'est important de se pencher une fois sur la relation à l'argent, parce que je vois à quel point notre relation à l'argent a beaucoup plus d'influence que nous l'imaginons dans nos vies familiales et professionnelles, et que vraiment il y a une mine de choses à apprendre sur soi, à apaiser en soi, et que en tout cas j'en suis aussi une preuve de très stressé en gagnant passablement d'argent, à être tellement serein en gagnant correctement bien d'argent. Je suis content de ce que je gagne, je vois que ça a changé la vie, quoi. Et en plus je fais ce que j'aime, donc ça n'a pas de prix tout ça. Oui, voilà, l'essentiel, c'est vraiment de donner quel est le sens que l'on donne à sa vie, et comment on peut contribuer à rendre notre monde meilleur. Voilà, et de ne pas tout focaliser sur finalement des morceaux de papier ou des pièces. Voilà, absolument. Merci beaucoup Christian pour cette interview. Vraiment, c'était vraiment un bon moment, et pour moi une aventure de travailler sur ce thème-là. Merci beaucoup Christian. Merci. J'espère que cette interview vous aura été vraiment très profitable. Alors Christian et moi avons une question pour vous, des questions pour vous maintenant.
Quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que l'argent peut être une problématique, en tous les cas un élément à travailler? Et également, autre question, quel est parmi les 3 profils que Christian a cités, à savoir l'écureuil, le saboteur ou les montagnes russes, quel est le profil dans lequel vous vous reconnaissez et que vous aurez forcément à travailler? Répondez à ces questions en bas de la vidéo et quand vous serez sur le site, alors profitez-en pour vous inscrire et vous recevrez automatiquement et gratuitement un audio, une formation gratuite sur comment déclencher des décisions d'achat en votre faveur grâce au neuromarketing. Et c'est vraiment donc du coup une application de sujet aussi que nous avons vu aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et aussi partagez. Et je vous retrouve dans une prochaine chronique. À très bientôt. Rassemblement! Hein? Comment faire pour sortir de ce cercle sans fin, à courir après vos contrats, à faire de la prospection et des relances en urgence quand votre chiffre d'affaires vient à baisser?